à tous et bienvenue à ce 17e webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, une initiative du Centre international pour les journalistes en partenariat avec le réseau international des journalistes en réponse à la pandémie de COVID-19. Le forum réunit plus de 1000 journalistes francophones du monde entier, mais aussi des experts de la santé. Et si vous n'êtes pas encore membre de ce forum et que vous êtes journaliste ou fact-checker ou vérificateur d'informations ou membre d'une organisation qui œuvre pour la défense ou qui soutient les journalistes, je vous prie de rejoindre ce forum, de rejoindre cette belle communauté sur Facebook en entrant dans le moteur de recherche Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Aujourd'hui, je vous retrouve pour discuter d'une nouvelle thématique, comment enquêter sur la corruption autour du COVID-19. C'est un sujet qui suscite autant de suspicions et agite l'opinion, qui exige des comptes auprès des pays ayant bénéficié d'aides financières pour faire face ou combattre la pandémie de COVID-19. Ces fonds, au lieu de servir à équiper les hôpitaux, à sauver et traiter les malades, au lieu de contribuer à la riposte contre la maladie infectieuse, ont fait l'objet de détournements. Et sur le banc des accusés se trouvent des responsables gouvernementaux. Il y a eu des soupçons de détournement au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud et dans d'autres pays. En République démocratique du Congo, par exemple, plusieurs hauts responsables, dont des membres du gouvernement, sont remis en cause dans une enquête de détournement de fonds anti-Covid-19. Et on se rappelle également qu'en début d'année, la Banque mondiale avait publié un document de 45 pages dans lequel elle dénonçait le détournement de l'aide dans les pays en développement. Alors, comment enquêter sur ces malversations financières dans la gestion des fonds de COVID-19? Quelles sont les meilleures techniques pour investiguer ces faits et la façon dont les gouvernements gèrent les sommes qui leur ont été allouées à la lutte contre le coronavirus? C'est l'objet de ce webinaire auquel participent deux grands experts pour partager des connaissances, pour partager des bonnes méthodes, pour partager les meilleures pratiques pour investiguer les faits des actes de corruption liés à la COVID-19. J'ai l'honneur de vous présenter M. Maxime Domeni. Il a travaillé pour la BBC Africa. Maxime est un journaliste d'investigation avec plusieurs années d'expérience. Il a été rédacteur en chef du journal d'investigation togolais L'Alternative. Il a également collaboré avec plusieurs organisations internationales, notamment la Fondation Hirondelle, qui est basée en Suisse, et aussi récemment, elle travaille également avec l'organisation néerlandaise RNW Media. Et récemment, il a rejoint le Global Investigative Journalism Network comme responsable Afrique francophone. Pour ce webinaire, nous avons également invité Madame Ingabire Marie-Immaculée. Elle est la présidente de Transparency International Rwanda. Nous espérons qu'elle va nous rejoindre. Elle a été contactée avant le début de ce webinaire. Mais je vous présente rapidement son profil en espérant qu'elle nous rejoigne au cours de cette séance. Madame, elle est défenseur des droits de l'homme, ancienne journaliste. Elle est très active dans les questions de genre et dans la lutte contre la corruption. Elle fait également partie des membres du conseil d'administration de l'Association rwandaise des femmes des médias, ARFEM. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Association rwandaise des journalistes, ainsi que la maison de la presse du Rwanda. Et elle est également membre de la commission rwandaise des médias, qui est un organe d'autorégulation des médias au Rwanda. Donc, merci à M. Maxime d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à tous les participants qui nous suivent sur Facebook ou via l'application Zoom. Je rappelle que c'est un webinaire interactif, donc vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez les poser dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran si vous nous suivez via Zoom, ou sur Facebook. Vous pouvez entrer votre question dans les commentaires sous la vidéo dans le groupe privé du forum. Nous allons commencer avec la première question qui est adressée bien évidemment à M. Maxime, celle de savoir l'accès à des documents publics est très compliqué en Afrique. Et dans ce contexte, comment les journalistes peuvent-ils contourner cette difficulté et avoir accès à des informations que le gouvernement tente de leur cacher dans le cadre de cette crise sanitaire?
merci beaucoup, Kossi Balao. Merci aussi, bon, j'espère que Madame Gabiré, c'est ça? Et désolé si j'ai accroché le nom. Merci C'est bien ça. à Aimable aussi. Merci à tous qui nous suivent. Justement, bon, comme vous l'avez dit, j'ai rejoint récemment la Global Investigative Journalism Network et bon, qu'on appelle généralement GIGN en abrégé. Et justement, notre travail, c'est de mettre les journalistes, en tout cas ceux qui s'intéressent à l'investigation, à l'enquête, en contact avec les opportunités, les outils, les ressources, les techniques, qui les aideront à faire leur travail. Et vous savez que depuis, quoi, nous sommes à 8-9 mois maintenant, le sujet mondial qui est relayé, qui intéresse tout le monde, y compris la presse, c'est la COVID. Et justement, comme vous avez dit, il y a plein de suspicions, mais pas que. il y a eu plus que des suspicions dans plusieurs pays. Et c'est important que les journalistes s'intéressent à ça. Vous savez, moi, personnellement, comme je le disais à des journalistes, bon, déjà avant que je ne continue, je souhaiterais présenter mes excuses à tous qui nous suivent parce que j'ai des voisins ici qui font des travaux. Du coup, si vous entendez du bruit autour de moi, vous allez devoir m'en excuser. C'est des voisins qui font des travaux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que comme je le disais à des journalistes ghanéens il y a quelques années, moi, je suis persuadé que nous, journalistes d'investigation surtout, sommes le dernier rempart de la lutte contre la corruption dans le monde. Et si nous faillissons à cette mission, d'autres ne le feront pas parce que même, vous savez, les institutions qui sont dans le pays, qui sont censées lutter contre la corruption, les États arrivent parfois à les hacker. Et donc, nous, journalistes, sommes détenons entre nos mains des outils pour pouvoir contribuer efficacement à la transparence et à la bonne gouvernance dans nos pays. Maintenant, revenons à la question sur qu'est-ce que les journalistes peuvent faire lorsque vous vous retrouvez face à une situation où c'est difficile d'accéder à des documents publics. Déjà, bon, il n'y a pas que oui, bien sûr, les documents publics font partie des sources importantes, mais il n'y a pas que des documents publics qui existent dans la vie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des documents publics qui constituent des sources. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la Banque mondiale, vous voyez, par exemple, si la Banque mondiale fait des dons à un pays, c'est possible d'avoir la traçabilité au niveau de votre événement, mais c'est aussi possible d'avoir la traçabilité au niveau de la Banque mondiale. Et donc, si du côté de votre pays, par exemple, on refuse de vous donner les informations, vous pouvez contourner et aller de l'autre côté au niveau de la Banque mondiale et demander des informations. Et je suis certain qu'au niveau de la Banque mondiale, ils n'hésiteront pas à vous communiquer des chiffres sur voilà, les dons qu'ils ont faits ou les prêts, ou en tout cas les fonds, les transactions financières qu'ils ont faites à destination de votre pays. Donc, c'est valable pour la Banque mondiale, mais c'est aussi valable pour toutes les institutions et les entreprises qui font des dons à nos États. Vous savez, par exemple, qu'il y a beaucoup d'entreprises privées, du secteur privé, qui ont contribué aux fonds qui ont été mis en place un peu partout dans les pays en Afrique. Donc, ces entreprises ont des traçabilités, des financements qu'ils ont mis en place, en tout cas de leur contribution à la lutte contre la COVID. Et donc, ces entreprises privées peuvent aider, par exemple. Vous savez, il y a quelques jours, je lisais, bon, vous savez, ça m'arrive de lire un peu à gauche à droite ceux qui font l'investigation sur le continent et ceux qui font fact-checking. Je suis tombé il y a 2-3 jours sur un article publié par Data Cameroun, qui a recensé un peu les dons qui ont été faits par diverses institutions du gouvernement du Cameroun. Et Data Cameroun a découvert qu'il y a des gaps, il y a des trous, et que tous les fonds qui ont été annoncés ne se retrouvent pas dans les comptes qui ont été finalement publiés par le gouvernement du Cameroun. Et donc ça, par exemple, ils n'ont pas eu besoin forcément d'aller consulter. Bon, c'est vrai que dans ce cas, le gouvernement a fait un point et ils ont fait la comparaison, ils ont vu la différence. Mais c'est pour dire que si vous avez du mal à trouver des informations au niveau de vos gouvernants, vous avez la possibilité d'avoir des informations au niveau de ceux qui, des donneurs. Maintenant, ce n'est pas tout. Vous savez, dans la gestion d'une crise comme celle-ci, il y a les institutions publiques, donc les institutions étatiques, mais il y a aussi des corps qui interviennent. Il y a par exemple
l'ordre des médecins, il y a par exemple les syndicats des médecins, des infirmiers, tout ça. Il y a plusieurs institutions. Il y a voilà, les importateurs. Il y a plein d'autres institutions qui existent dans le pays, qui interviennent aussi dans la gestion de cette pandémie. Donc, ce sont autant de sources potentielles où on peut avoir des informations. En dehors de ces institutions, il y a ceux qui travaillent dans ces institutions. Vous savez, il peut arriver que dans une institution, vous ayez sur 10 personnes, 9 qui soient totalement corrompues, mais il arrive aussi de trouver une ou deux personnes qui acceptent la transparence et qui soient disposées à fournir des informations aux journalistes. Et donc, c'est pour dire que ce n'est pas une fatalité si vous n'avez pas des informations de votre gouvernement. Il y a toujours des moyens de contourner ça. Et pour terminer, excusez-moi d'avoir, pour terminer, il y a aussi la possibilité de voir ce que font les pays voisins. Vous savez, nous sommes dans des régions, si par exemple vous êtes, je ne sais pas quoi, au Togo ou au Bénin, ou au Mali, au Burkina, et que vous avez du mal à avoir des informations dans votre pays, vous pouvez regarder à gauche, à droite, voir qu'est-ce que les autres font à côté. Peut-être que vous arriverez à trouver des éléments de comparaison, peut-être que vous arriverez à trouver des indices sur ce que les vôtres font. Donc voilà un peu quelques indications en fait, que je souhaiterais donner d'ores et déjà. Monsieur Maxime, vous cumulez plusieurs années d'expérience en journalisme d'investigation et vous avez également été primé au cours de votre carrière. Vous êtes l'un des journalistes au Togo qui ont travaillé sur les Panama Papers. Dites-nous, pouvez-vous partager avec ceux qui nous suivent actuellement votre expertise sur les techniques d'enquête pour dénoncer les cas de corruption? Bon, je vais dire que c'est tout un programme, ça. C'est tout un programme. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que, vous savez, bon, lorsqu'on parle d'investigation, souvent les gens, ils attendent à ce que ce soit de gros scandales. Que par exemple, voilà, ils réussissent à trouver, par exemple, que le président ou le premier ministre ou tel directeur a détourné tel argent et qu'ils attendent. Les journalistes attendent souvent que, par exemple, on vienne leur donner des documents, tout ça. C'est possible. Si vous êtes chanceux, vous avez des gens qui sont venus, qui viennent vous donner des documents, des piles de documents, comme c'est le cas pour de grands projets que vous avez cités. C'est bien. Maintenant, si vous n'en avez pas, ça ne veut pas dire que le journaliste d'investigation ne devrait pas exister. Vous voyez, parce que entre ce qu'on appelle les leaks en anglais, entre deux fuites, voilà, entre deux fuites de documents, il faut que le journaliste d'investigation continue d'exister. C'est pour cela que il est important d'avoir un coup d'œil, le coup d'œil du journaliste. Il est important d'avoir une démarche de journaliste d'investigation. Et si vous avez cette démarche, vous avez ce coup d'œil, il y a des sujets qui vont vous arriver, sur lesquels vous allez travailler et qui vont avoir du succès, qui vont contribuer à changer des choses. Je lisais un article cette semaine et il y a un article qui m'a frappé. L'article disait que un camion garé devant une station d'essence, fait banal, peut déjà constituer un fait déclencheur d'une grande investigation. Vous voyez un peu. Il faut avoir la démarche. La démarche, c'est se poser permanemment la question pourquoi ce camion est-il garé ici devant cette station d'essence? Parce que, vous savez, dans nos pays, souvent, on a cette tendance à relayer, à se fier trop, à être un peu obséquieux, à croire trop au discours public. Le ministre a dit, oui, nous avons commandé 6 lits, nous avons commandé 100 lits, 100 lits viennent d'être livrés. Et nous tous, journalistes, on se jette là-dessus. Ah oui, le Togo, ou le Bénin, ou le Sénégal, ou le Mali, ou la Gambie, le Congo a commandé 100 lits. 100 lits viennent d'être livrés au gouvernement. Mais qui dit que 100 lits ont été effectivement livrés au gouvernement ou bien ont été effectivement livrés aux hôpitaux? Peut-être que ça ne fait pas 100 lits. Peut-être que ça fait 98. Peut-être que ça fait 30. Peut-être que ça fait 15. Mais si personne ne se pose la question, est-ce que ce que la personne a dit, est-ce que ce que cette personne a avancé, est-ce que ces chiffres sont exacts?
Personne n'ira trouver. On va continuer par dire oui, 100 lits ont été livrés aux hôpitaux de notre pays, alors que peut-être que ce n'est pas le cas. Et donc, moi, c'est cette démarche que je trouve très importante à avoir. C'est-à-dire remettre permanemment en cause le discours public, remettre permanemment en cause les chiffres qui sont avancés par les autorités publiques, remettre en permanence en cause voilà, les réalisations qui sont annoncées. Est-ce que c'est effectivement ce qui est annoncé qui a été fait, ou bien qui va être fait? Mais voilà, est-ce que les chiffres qui ont été avancés, ou bien pourquoi est-ce que c'est telle personne? Ouais, par exemple, depuis que cette crise a commencé, il y a eu plein d'entreprises qui ont été fermées, bien sûr, mais qui ont réduit leur activité, mais il y en a d'autres qui ont connu un regain d'activité ou qui ont connu un niveau d'activité jamais égalé. Peut-être parce que ces entreprises sont sollicitées pour fournir des équipements médicaux, mais pas seulement. Peut-être que ces entreprises sont sollicitées pour prêter leurs locaux, les hôtels par exemple, ou les centres où sont hébergés les patients. Peut-être que ces entreprises sont sollicitées pour fournir de la nourriture. Peut-être que ces entreprises sont sollicitées pour assainir les cadres de vie ou bien les cadres de soins. Donc, il y a plein d'entreprises qui sont sollicitées et qui ont connu un niveau d'activité jamais égalé, en tout cas dans leur histoire. Ou bien, en tout cas, un niveau d'activité très important. Voilà. La question qu'on devrait se poser, pourquoi c'est cette entreprise? Pourquoi pas une autre? Pourquoi c'est telle entreprise qui a été sollicitée? Pourquoi pas une autre? Quand est-ce que cette entreprise, est-ce qu'elle est connue? Est-ce que c'est peut-être la meilleure entreprise dans son domaine? Le gouvernement dit souvent que ouais, dans des situations d'urgence, c'est compliqué de suivre les procédures de passation de marché, des procédures normales de passation de marché. Oui, ça peut s'entendre, mais ça n'explique pas tout. Même si c'est une procédure d'urgence, pourquoi c'est à telle entreprise qu'on a remis le marché et pas à une autre entreprise? Vous voyez un peu. Au Sénégal, par exemple, vous savez, il y a eu un scandale où les gens ont découvert que pour le même marché, la même personne a postulé avec différentes entreprises, par exemple. Et c'est lui qui a fini par avoir le marché. Et après, quand ça a été découvert, ça a créé voilà, un scandale. Dans d'autres pays, par exemple, on a constaté que c'est des proches parents, des dirigeants qui ont reçu ces marchés et qui ont fourni du matériel de mauvaise qualité, par exemple. C'est ça le risque, en fait. Parce que si personne ne remet en cause, pourquoi ne remet en cause le fait que ces marchés ont été attribués à ces personnes? Le risque, c'est que ces personnes fassent mal le travail ou fournissent des matériels de mauvaise qualité et finalement portent atteinte à la santé de toute une communauté. Vous voyez un peu, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il faut que le journaliste puisse avoir cette démarche permanente de questionner en fait le discours public, de questionner en fait les réalisations ou les satisfactions, les motifs de satisfaction des gouvernants. Moi, personnellement, quand un gouvernement commence par trop se satisfaire, un gouvernement commence par trop se féliciter d'un succès, ça me paraît louche déjà. En fait, je ne vais pas dire que c'est toujours faux, mais c'est un indicateur pour aller voir, est-ce que, excusez-moi la tautologie comme on dit, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'ils avancent? Et donc, moi, c'est cette démarche que moi, je souhaiterais encourager. Maintenant, si vous mettez, vous posez cette question et que vous adoptez cette démarche et que vous rencontrez des difficultés, là, par exemple, vous pouvez demander de l'aide. Si vous êtes incapable de continuer, là, par exemple, vous pouvez demander de l'aide. Et de l'aide, croyez-moi, est disponible partout. Nous, par exemple, au niveau de GIGN, c'est ce que nous faisons. Il y a, que ce soit à GIGN ou à d'autres organisations, il y a plein de journalistes d'expérience qui font de l'investigation dans votre pays ou en dehors de votre pays en Afrique et dans le monde, qui sont prêts et qui seront totalement contents de vraiment vous aider à contourner. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils, de techniques pour contourner les difficultés que nous avons. Les techniques, ça existe, des gens peuvent vous aider avec, mais je pense que le plus important, c'est d'avoir cette démarche qui vous permet déjà de rentrer dans le sujet. Et si vous rencontrez des montagnes, on est là pour vous aider à contourner ces montagnes. Et quels sont ces outils dont vous faites référence? Ouais, par exemple, c'est compliqué de citer comme ça les outils parce que c'est en fonction de chaque situation que vous trouvez des outils pour les contourner. Par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, c'est une entreprise qui, je ne sais pas, qui est basée chez vous, ou bien qui est active chez vous, mais qui est basée dans un autre pays
il y a des moyens, des techniques pour aller trouver les comptes de ces entreprises. Et si par exemple c'est une entreprise étrangère qui a des activités dans votre pays, mais qui est peut-être basée par exemple dans une île ou bien dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux, il y a des moyens, ou bien par exemple dans un pays européen, il y a des moyens par exemple de trouver des documents sur cette entreprise et ses activités et vérifier les activités que cette entreprise mène dans le monde, y compris dans votre pays. Mais ça, c'est juste une technique. Il y a beaucoup de techniques. Si c'est par exemple, c'est pas une entreprise, supposons que ce soit des équipements. Vous voulez vérifier la fiabilité d'un équipement médical et que vous n'avez pas accès aux sources dans votre pays. Il y a des moyens, par exemple, de remonter et de voir qui a construit cet équipement, qui a construit les composants de cet équipement, et voilà, est-ce que cet équipement est fiable, ainsi de suite. Donc, je vais dire, c'est au cas par cas. Il y a plein de techniques en fonction de chaque cas. Et donc, dès qu'il y a un cas, comme j'ai dit, il y a des gens, ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes, dès qu'il y a un souci. Mais le plus important pour moi, déjà, c'est d'avoir cette démarche, c'est de vouloir le faire. Et si vous rencontrez des montagnes, demandez de l'aide. Voilà, il y a de l'aide qui est disponible. Monsieur Maxime, au Cameroun, un journaliste a été le porte-parole, a cité le porte-parole du gouvernement, Monsieur René Manuel Sadi, dans une affaire de détournement de fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19. Et selon le journaliste, près de 8 milliards de francs CFA auraient été détournés. Mais dans la réponse, le ministre indique qu'il n'a reçu que 100 millions de francs CFA, un montant qui est largement en dessous de celui avancé par le journaliste. Mais quelle est la bonne manière pour le journaliste lorsqu'il a des informations sur les faits de corruption, mais n'a pas les données exactes des fonds détournés? Ouais, déjà, il faut éviter. Bon, je n'ai pas suivi de près le cas que vous mentionnez, mais aussi, il faut faire attention quand vous avez des informations parce que pour plusieurs raisons, l'information que vous avez peut ne pas être totalement vraie. Quelqu'un peut de bonne foi vous fournir des informations, mais il se pourrait que cette information ne soit pas totalement vraie. Quelqu'un peut de mauvaise foi vous fournir des informations fausses pour vous discréditer. Quelqu'un peut vous fournir une partie de l'information en croyant que cette information est totale, c'est toute l'information. Et donc, il faut faire très attention quand on a des informations. C'est toujours bien d'avoir des informations, des sources, des personnes qui viennent vers vous, qui vous donnent des informations, des documents. Mais ensuite, il y a justement le travail qu'il faut faire. Tout à l'heure, je vous parlais mais vous avez cité par exemple des projets sur lesquels on a travaillé comme les Panama Papers et d'autres projets comme récemment la FinCEN Files. Souvent, vous avez des tonnes de documents que quelqu'un a pu subtiliser quelque part, ou bien quelqu'un a pu prendre et a communiqué aux journalistes. Mais ce que les gens ignorent, c'est que l'investigation ne se limite pas là. D'ailleurs, l'investigation commence à partir du moment où vous avez accès à ces documents. Parce que c'est à partir du moment où vous avez accès à ces documents que vous commencez par vérifier chaque élément dans ces documents. Vous laissez tomber les éléments que vous n'arriverez pas à croiser, à confirmer. Et vous focalisez sur les éléments sur lesquels vous avez des certitudes. Et donc, quand vous avez une information, bon, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu le montant des milliards, mais si vous avez cette information, il faut vraiment chercher à vérifier ces informations. Et il y a plusieurs moyens. Comme j'ai dit tout à l'heure, si par exemple ce sont des dons qui ont été annoncés par des bailleurs ou des entreprises, il se pourrait que ce sont des dons qui ont été annoncés, mais tous n'ont pas encore été effectivement remis, ou bien que ces dons ont été annoncés pour le compte de la santé, mais que tous les dons ne sont pas allés au ministère. Ouais, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. C'est-à-dire que un partenaire peut dire, bon voilà, nous avons investi 10 milliards au Cameroun pour aider le Cameroun à faire face à la crise de Covid. Ça ne veut pas dire que nous avons remis 10 milliards au ministère de la Santé du Cameroun. Des 10 milliards, une partie peut aller, je ne sais pas quoi, dans les organisations, dans les ONG, une partie peut aller dans d'autres institutions internationales. Je sais que, par exemple, des institutions, des ambassades dans certains pays ont confié une partie des ressources à des institutions comme UNICEF, comme OMS,
dans certains pays, en tout cas des institutions internationales qui ont une expertise. Et donc, au lieu de remettre tout l'argent au gouvernement, une partie a été remise, par exemple, à des institutions, à des ONG. Donc, il faut faire attention. Justement, il y a des nuances. Et lorsqu'on est justement journaliste d'investigation, le coup d'œil dont je parlais, c'est ça. Il faut faire très attention aux détails parce que, comme on dit souvent, le diable se cache dans les détails et ces détails peuvent faire beaucoup de différence. Et c'est ça. Donc, lorsque vous avez des chiffres, quelqu'un vous a communiqué des chiffres, quelle que soit la personne, faites attention. La personne peut être de bonne foi et vous mettre en erreur. La personne peut être de mauvaise foi. La personne peut être de mauvaise foi, elle peut être de bonne foi, mais être manipulé quelqu'un de mauvaise foi sans que lui-même ne s'en rende compte. Et donc, vous voyez un peu, faisons attention chaque fois qu'on veut avancer un chiffre, surtout lorsque c'est des chiffres. Chaque fois qu'on veut avancer un chiffre, soyons sûrs que les chiffres que nous avons avancés, que nous allons avancer, ont été, comment on dit, vérifiés et que nous avons des preuves que c'est des chiffres qui sont précis. Et voilà. Allô? 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 Oui, Maxime? Oui. Alors, il y a un rapport officiel sorti récemment qui affirme que la corruption reste encore double menace pour les pays à faible revenu, dont notamment en Afrique subsaharienne, là où les réponses apportées à la crise du Covid se sont accompagnées de manquements aux standards de lutte contre la corruption. Comme par exemple, comme vous l'avez déjà mentionné ici, un manque de rigueur ou de transparence lors des procédures d'attribution des marchés publics. Or, les critères de choix des offres d'attribution des marchés publics, surtout compte tenu de l'urgence actuelle pour mieux faire face à l'épidémie, s'imposent. Pensez-vous qu'il est facile dans ce genre de situation pour mener une investigation sur ce phénomène de passation des marchés, je vais dire, dans différentes interventions de réponse au Covid, justement face à cette urgence actuelle? Oui, bien sûr, il est important, vous savez, surtout dans nos pays et en Afrique, vous savez, c'est important. On peut enquêter, investiguer sur tout. On peut investiguer sur tout. Et on devrais-je dire, et surtout par ce temps où, vous savez, c'est un sujet important, c'est un sujet qui touche à la santé, c'est un sujet qui touche à la vie des gens, c'est un sujet qui touche au système sanitaire de notre pays, au système sanitaire aujourd'hui, mais qui risque d'affaiblir ou de traumatiser le système sanitaire de nos pays pour longtemps. C'est un sujet assez important que on ne devrait pas laisser des gens se faire s'enrichir impunément ou de façon illicite sur le dos des populations. C'est assez grave que des gens puissent avoir ce genre de propension à s'enrichir sur le dos, impunément sur le dos des citoyens et de façon illégale et illégitime. Et nous, autres journalistes, devrions justement travailler à empêcher ça, à décourager ce genre de choses. Je pense que c'est important de pouvoir travailler sur ça. Les systèmes de passation de marché. Il y a plein de marchés qui ont été passés. Plein de marchés. On pense, lorsqu'on parle de Covid et des marchés publics, on pense tout de suite aux livraisons des équipements médicaux, aux lits, aux respirateurs, et aux PPE, aux équipements de protection individuelle, aux masques, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a des centres qui ont été réquisitionnés, il y a des hôtels privés qui ont été réquisitionnés, il y a des nourritures, il y a des restaurateurs qui ont été sollicités pour fournir des nourritures aux patients. Est-ce que le prix que le restaurateur ou la restauratrice facture la nourriture aux patients, est-ce que c'est un prix raisonnable? Est-ce que c'est le prix qu'on devrait? Est-ce que c'est lui ou bien c'est elle qui a fait la meilleure offre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre offre à côté? Pourquoi c'est elle ou bien c'est à lui qu'on a remis le marché? Vous voyez un peu. Le prix auquel l'hôtel facture sa chambre, est-ce que c'est un prix raisonnable? Est-ce qu'il n'y a pas meilleure offre à côté? Pourquoi c'est cet hôtel qu'on a choisi? Vous voyez un peu. Et donc, il y a le côté médical, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de la chose. Les transports des équipements, la logistique, tout ça. C'est des domaines auxquels il faut s'intéresser. Et je pense que il faut juste se poser des questions de base. Pourquoi c'est la personne? Est-ce que c'est le prix normal?
Et vous savez comment on a souvent ces informations. Parfois, ce n'est pas forcément le gouvernement qui vous donne des informations. Peut-être un patient qui a séjourné, a vu passer quelque chose, peut-être quelqu'un du personnel, peut-être un personnel, un agent de la santé qui a constaté que son équipement, ce n'est pas forcément la meilleure qualité, c'est un équipement voilà, de basse qualité, ou peut-être qu'un concurrent voilà, de cette restauratrice ou un concurrent de ce équipementier ou un concurrent de ce fournisseur. Et donc, il y a vraiment plusieurs sources, quoi. Il y a plusieurs sources et c'est d'ailleurs des sources très utiles. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas tout ce que ces sources nous disent qui constitue la vérité, mais c'est déjà, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est déjà le feu ou la fumée et qui devrait vous inciter à vous intéresser davantage. Et en vous intéressant davantage à ça, vous découvrez, comme on dit, vous soulevez le lièvre, quoi. Vous voyez d'autres choses que ce que d'autres n'ont pas fait. Ce serait dommage que pendant toute cette pandémie, que les médias continuent, surtout dans nos pays, avec autant d'enjeux autour de cette pandémie. Vous savez, cette pandémie, ça représente des enjeux pour le monde entier, d'accord? Mais pour nos pays en Afrique, ça représente tellement d'enjeux parce que ça met en exergue des dysfonctionnements dans nos systèmes de santé et ça va avoir des impacts sur le long terme, à court, à moyen, à long terme. Mais ce serait dommage que nos journalistes, que nous contentions de relayer, par exemple, les communiqués quotidiens des ministres ou des porte-parole des ministères de la Santé en disant « oui, le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ça, le gouvernement annonce ci, le gouvernement annonce ça ». Ce serait vraiment dommage que la presse africaine passe à travers cette crise sans faire un travail de fond, sans remettre en cause et tout ça, et sans poser de bonnes questions, sans révéler des choses qui vont permettre de vraiment régler des dysfonctionnements dans nos systèmes de santé. Et donc, comme je dis, oui, c'est possible d'investiguer, il suffit de poser les bonnes questions, il suffit de regarder à gauche, de regarder à droite, il suffit de refuser ou bien de limiter en fait la reprise systématique de la parole officielle et on a des clés. Oui, alors poser de bonnes questions, c'est indispensable. Alors, il y a un autre participant qui soulève la question. Quand on veut approfondir pour comprendre le travail de telle ou telle organisation, institution, donc on vous taxe souvent de démobiliser les équipes qui sont déployées au télé. Comment contourner cet aspect alors? Oui, c'est ça. On vous dit, vous démobilisez les gens, vous sapez le moral des gens. Moi, personnellement, ça c'est mon avis, je ne pense pas que c'est le journaliste qui révèle les dysfonctionnements qui démoralisent les gens. À mon avis, c'est celui qui, derrière, fait des magouilles, qui démoralise les gens. De toute façon, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée, quoi. Et donc, s'il n'y a rien à découvrir, le journaliste il va investiguer. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez investigué que vous trouvez forcément des choses répréhensibles. Hein. Vous pouvez mener des mois d'enquête et ne tomber sur rien du tout. Et vous vous rendez compte que finalement, il n'y a rien à voir, quoi. Et donc, s'il n'y a rien à voir, le journaliste ne verra rien du tout. Voilà. Maintenant, s'il y a des choses que le journaliste a vues, ça veut dire qu'il y a des choses à voir, des dysfonctionnements. Et donc, pour moi, ce n'est pas une raison suffisante. Ce n'est pas une raison suffisante pour refuser d'investiguer. Et voilà. Donc, au contraire, ça devrait plus nous motiver à dire, voilà, des gens qui ont des choses à se reprocher. Sinon, en réalité, vous aidez la communauté en mettant le doigt sur des choses qui ne marchent pas pour que ce soit réglé et que ça ne se dégrade pas, que ça n'aille pas dans des... Enfin, ça ne devienne pas des crises plus graves, quoi. Donc, pour moi, c'est ma conviction des choses. Monsieur Maxime, je reviens sur un point très important que tu as déjà évoqué concernant les sources. Vous dites qu'il se pourrait qu'il y ait des sources qui induisent les journalistes en erreur. Et ma question, c'est de savoir comment s'assurer qu'on a la bonne source. Ouais, déjà, je pense que les sources sont partout. Hein, déjà, les premières sources sont partout. Les premières sources sont partout. Comme j'ai dit, un camion garé devant une station d'essence peut constituer quelque chose.
on a des sources documentaires. Aujourd'hui, on a plein de choses sur Internet. Un parent de quelqu'un qui est décédé, c'est une source. Quelqu'un qui a séjourné dans un hôpital, qui a souffert de Covid, c'est une source. Quelqu'un qui n'a pas souffert de Covid, mais qui a séjourné dans un hôpital où des gens qui ont souffert de Covid ont été internés, est une source. Un ambulancier, c'est une source. Voilà, donc il y a des sources partout. Maintenant, après, quand vous avez ces sources de départ, pour pouvoir vérifier les sources, il faudrait trouver des sources qui ont autorité. Des sources qui, par exemple, si quelqu'un vient me dire quelque chose, vient me fournir un document, ou bien vient me donner une information, et que pour vérifier, je vais consulter un ami de cette personne qui était au courant que cette personne est venue me donner ce document. Je n'ai pas vraiment vérifié, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est par exemple, Kossi vient me fournir une information, alors qu'en amont, Kossi est aimable, était au courant, et Aimable était au courant que Kossi m'a fourni cette information. Donc, aimable était au courant de l'information. Et peut-être même qu'ils se sont parlé avant. Et que moi, on vient me fournir cette information. Et pour vérifier, je me contente d'aller vers aimable en me disant oui, je suis allé voir une seconde personne pour me confirmer cette information. Je n'ai pas fait grand-chose. Je veux dire, je n'ai rien fait finalement. Parce que pour vraiment confirmer cette information, il faut que j'ai trouvé une source qui a autorité, qui peut parler de la chose. Si c'est sur les équipements médicaux, ce n'est pas tout médecin qui a peut-être l'expertise pour parler des équipements médicaux. Il y a peut-être des biologistes, il y a peut-être, je ne sais pas, des biotechniciens. En tout cas, une source qui a compétence et autorité à parler, à confirmer ou à infirmer, qui est expert, par exemple, qui a de l'expertise, pouvoir confirmer ou pouvoir parler de cette information. Voilà. Maintenant, cela dit, bien sûr, quand vous avez fini ou bien quand vous avez confirmé tout ça, bien sûr, si vous mettez quelqu'un en cause, c'est très important de donner la parole à la personne pour que la personne vous explique ce qu'il en est. Est-ce que cette personne a forcément tort? Peut-être que cette personne n'a peut-être pas tort. Peut-être que cette personne n'a pas tort sur toute la ligne. Peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement qui ne relève pas de lui, mais de ses agents. Et donc, c'est pour dire que, voilà, il faut confirmer, il y a les alertes. Il y a les alertes, ce qu'on appelle en anglais les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, ou des alertes tout court. Mais ensuite, il faut confirmer ces alertes auprès des techniciens, des gens qui ont autorité à parler, compétence à parler de ces sujets. Et après, il faut donner la parole après, entre-temps, dans le cours, dans votre investigation, il faut donner la parole à la personne que vous avez mise en cause, à la personne ou à l'institution que vous avez mise en cause, pour que cette personne ou cette institution puisse dire ce qu'il pense de la chose. Il se pourrait que cette personne ne vous réponde jamais. Ça arrive. C'est une réponse aussi. Nous les avons contactés, ils ont refusé de répondre. Voyez un peu. Mais c'est important de donner des informations, afin de donner la parole à ces personnes. Il n'est pas rare de voir des journalistes d'investigation dénoncer des cas de corruption, ni de voir, par exemple, des hauts cadres de gouvernement être arrêtés pour mauvaise gestion. Mais malgré cette dénonciation, le problème perdure toujours. Comment expliquer cela? Bon. Oui, mais je pense que c'est mieux. Imaginez s'il n'y avait même pas cette dénonciation. On ne saurait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est pas suffisant parce qu'on en demande encore, parce qu'on en redemande, parce qu'il y a toujours des situations qui sont là, des dysfonctionnements qui sont là. Mais imaginez s'il n'y en avait pas. Imaginez s'il n'existait pas de journalisme. Imaginez s'il n'existait pas de journalisme d'investigation. Imaginez si le journalisme se limitait uniquement à relayer les paroles des officiels. On ne saurait par exemple pas que tel équipement n'est pas adapté. On ne saurait par exemple pas que, je ne sais pas quoi, tel produit qui a été utilisé est faux. On ne saurait par exemple pas que, vous savez par exemple, il y a eu,
là, ça me vient comme ça à l'esprit. Il y a eu, ça c'est hors Covid, il y a eu cette investigation au Togo sur les mauvais équipements qui sont utilisés dans des hôpitaux publics par des gens au-delà même du circuit officiel. C'est quand un journaliste a dévoilé ça que les responsables même de l'hôpital, de la santé, se sont rendus compte que finalement, il y a des choses qui se passent dans notre hôpital dont on n'est pas au courant. Et vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est des équipements qui ne sont pas homologués, c'est des équipements, c'est parfois des produits qui sont périmés, tout ça. Et donc, imaginez si les journalistes d'investigation n'existaient pas pour révéler tout ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, quand j'imagine tous les impacts que les investigations font et continuent de faire dans le monde, je me dis que, quelle que soit la situation, nous devons continuer par mener des enquêtes, quoi. Moi, je pense que la situation aujourd'hui est bien meilleure que la situation, enfin, que si on ne faisait pas. Donc, il n'y a pas de raison de se décourager, il n'y a pas de raison de se dire, bon, voilà, ce que nous faisons, ça n'a pas d'impact, il faut continuer par le faire. Peut-être que vous ne voyez pas l'impact. Vous savez, parfois, nous attendons à ce qu'après une révélation que un ministre démissionne, un premier ministre démissionne, un président de la République démissionne, ils peuvent démissionner sans que le système ne change, ils peuvent démissionner sans que le dysfonctionnement que vous avez dénoncé ne soit pris en compte. Et donc, la meilleure, en fait, ce n'est pas que ça qui est l'indicateur de l'impact d'une investigation. L'investigation, quand vous faites votre publication ou vous diffusez votre enquête, peut-être que quelque part, quelqu'un a pris conscience de ce que vous avez révélé et a pris des mesures pour que ça change. Vous pouvez ne pas être au courant de ça, mais vous pouvez ne pas être au courant justement du changement qui a été introduit et donc ne pas être au courant de l'impact que vous avez eu. Vous savez, moi, mon tout premier article professionnel en tant que journaliste professionnel, je suis allé dans un marché et je suis allé au grand marché et j'ai constaté que les gros camions bouchent les artères en fait, du marché. Est-ce que c'est normal ce truc? Je ne sais pas. Et donc, voilà, j'ai été pris par l'envie de faire un sujet là-dessus. Et donc, je suis allé voir, j'ai rencontré des gens, j'ai posé des questions déjà aux riverains des marchés qui se sont plaints. Non, ces camions, ils viennent nous empêcher de circuler normalement, ça crée des accidents, ainsi de suite. J'ai posé des questions à ceux qui gèrent le marché. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en principe, en réalité, il y a des heures à ces camions et que les camions qui circulent en plein marché le jour violent des dispositions qui existaient. Donc, c'est mon tout premier article. Et quand j'ai fait l'article, les gens, ils ont appelé mon patron, ils ont dit, ah ouais, on a vu l'article. Je me dis, je venais de rentrer, hein, j'étais stagiaire encore. Ah, on a vu l'article, c'est des problèmes qui nous dérangent, tout ça. Mais non, mais vraiment, on va prendre le problème à bas le corps, on va renforcer les mesures pour pouvoir voilà, changer la situation. Vous voyez un peu. Et donc, ça, c'est un petit travail, un petit article qu'un petit stagiaire qui a fait et qui a pu avoir cet impact. Vous voyez un peu. Et ça n'a pas demandé de longs mois ou de longues années d'investigation. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que vous pouvez faire un travail et vous dire que non, c'est un petit travail, mais ça peut avoir des conséquences que vous-même ne pouvez pas imaginer. Et donc, c'est important de travailler et d'aller au-delà des informations. Monsieur Maxime, un bon article d'investigation doit forcément avoir un impact. Non, ça dépend de ce que vous mettez dans l'impact. Vous savez, comme je dis, il y a beaucoup de personnes, parfois des journalistes sont frustrés parce qu'ils ont sorti un article, ils ont passé des années, ils ont passé des mois, ils ont passé des semaines, ils ont pris des risques, ils ont engagé des dépenses pour faire un article. Et qu'après, on ne voit pas le ministre démissionner, on ne voit pas le président démissionner, on ne voit pas le directeur de la société démissionner. Je peux comprendre cette frustration parce que l'investissement qu'on a mis dedans, on espérait que ça porte du fruit tout de suite et que ça porte du fruit visible. Mais comme j'ai dit, ne vous méprenez pas, l'impact peut ne pas être ce que vous espérez, l'impact peut être ailleurs. Bon, ce que vous espérez, par exemple, un ministre démissionne,
ça peut flatter votre ego, vous voyez un peu, pour être satisfait, vous pouvez vous dire, bon, voilà, voilà, j'ai réussi à faire ceci. Mais il peut y avoir d'autres impacts que vous ne voyez pas, qui ne sont pas tout de suite évidentes, qui ne sont pas tout de suite visibles. C'est ça. Par exemple, lorsque vous sortez votre article et que des gens font des réunions à huis clos dans leur bureau et tout ça, pour discuter de votre article, enfin, je veux dire, les systèmes, les services qui ont été cités dans votre article, quand ils se réunissent et qu'ils analysent ce que vous avez écrit et qu'ils se disent, ben voilà, il faut qu'on change ci, il faut qu'on change ça, ils ne vont pas forcément vous contacter pour vous dire, on a eu cette réunion, on a pris cette décision, on a fait ça. C'est peut-être après que vous allez constater, peut-être même que selon la nature de l'investigation, peut-être même que vous n'allez jamais constater ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, oui, l'investigation doit avoir, on espère que l'investigation ait de l'impact, mais ce n'est pas forcément là où on espère l'impact que l'impact se fait sentir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et puis, l'autre chose que je veux dire, c'est que, voilà, genre l'effort que nous mettons dans le travail de l'investigation, dans l'enquête, il ne faudrait pas qu'on s'attende que cet effort soit récompensé par la démission de quelqu'un ou par une action d'éclat, en fait. Voilà, même le simple fait d'ouvrir les yeux aux citoyens, de leur dire, vous savez, dans notre pays, voici comment telle chose devrait fonctionner, voici comment ça fonctionne en réalité derrière les rideaux. Le simple fait d'ouvrir les yeux aux citoyens, à vos lecteurs, c'est déjà, à mon avis, un grand impact. Sinon, si vous ne l'avez jamais dit, si personne ne l'a dit, personne ne saura qu'il y a eu ce dysfonctionnement. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un ne rend pas compte, ça ne veut pas dire que demain, la personne ne rendra pas compte. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de ce webinaire. Je rappelle aux participants qui ont des questions, qui peuvent les poser. Il y a cette question d'un participant qui veut savoir si l'hypothèse de départ du journaliste est infirmée à la fin de l'enquête. Si l'hypothèse de départ du journaliste est infirmée à la fin de l'enquête, doit-il ou non narrer l'histoire, surtout quand il est parti de rumeurs pour mener son enquête? Bon, moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend s'il y a un intérêt à narrer. Bon, je ne sais pas si la personne veut dire si l'hypothèse est infirmée, est-ce que le journal doit forcément publier ce qu'on lui a dit initialement? Si c'est ça, non, forcément. C'est-à-dire qu'on vient te dire que Kossi a volé de l'argent et après tu fais ton enquête, tu découvres que... Bon, excusez-moi, c'est un exemple que j'ai donné. Un mauvais exemple. Si à la fin tu découvres que Kossi n'a pas volé de l'argent, bien sûr, pourquoi l'écrire? Oui, un peu. Maintenant, bon, si c'est important, par exemple, de rassurer les gens, supposons qu'il y a, je sais pas, une polémique autour d'un produit. On dit que, je sais pas quoi, ce produit, ce médicament tue, voilà. Et que vous menez votre enquête et vous découvrez que non, ce médicament ne tue pas. Voilà, c'est d'intérêt public parce que les gens, ça va rassurer les gens. Et donc, moi, je pense qu'il va falloir écrire cet article. Donc, c'est à vous de voir si ce que vous découvrez, si c'est pertinent. Voilà, je voulais aussi ajouter quelque chose. Vous voyez, parfois, vous partez sur voilà, des rumeurs de départ, une alerte, et finalement, en cours de route ou lors de vos investigations, vous tombez sur d'autres choses plus intéressantes. Ça arrive bien des fois. Vous découvrez d'autres choses bien plus intéressantes et qui finalement font l'objet de votre investigation, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, c'est pour dire qu'il ne faut jamais se lasser de le faire. Vous ne savez pas ce sur quoi vous allez tomber. Voilà, merci. Une autre question, je la lis rapidement. C'est difficile de faire de l'investigation en Afrique, surtout à cause de la mauvaise gouvernance. On n'est pas habitué à la transparence et à tout moment, le journaliste peut se retrouver en prison. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein des lois qui restreignent le travail du journaliste? Il y a, c'est vrai, parfois des cadres légaux qui empêchent les journalistes de faire le travail, parfois en protégeant certains pans de l'économie, en disant oh, ça c'est des informations stratégiques, ça c'est ci ou ça c'est ça. Mais croyez-moi, déjà, parfois, on n'exploite pas à fond assez
les possibilités que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, dans plusieurs pays, il y a de plus en plus de lois d'accès à l'information qu'on n'exploite pas assez. Dans nos constitutions, il y a des dispositions qui nous protègent, qu'on n'exploite pas assez. Et donc, bon, voilà. Bien sûr, s'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher, ils ne vont pas vous dérouler le tapis rouge. Vous voyez? Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on vous déroule le tapis rouge. Vous voyez un peu? Mais, vous savez, bon, je sais pas, il y a des gens qui font de l'investigation, je ne vais pas citer des pays, mais en Chine, en Corée, aux États-Unis, en Afrique, et en Europe de l'Est, en Russie, et bon, voilà. Donc, partout dans le monde, vous savez, le GIGN a par exemple des membres dans 77 pays dans le monde. Quand je dis des membres, ce n'est pas des individus, mais c'est des associés, c'est des réseaux de journalistes d'investigation dans 77 pays dans le monde. Et Dieu seul sait qu'il y a des réseaux dans plus de pays que ça dans le monde entier. Et donc, dans ces 77 pays, il n'y a pas un, mais il y a au moins une communauté de journalistes d'investigation. Et donc, partout dans le monde entier, y compris en Afrique, il y a des journalistes d'investigation qui, quelle que soit la situation, continuent de faire des travaux. Et donc, il ne faut pas se laisser décourager par le cas des cas. En cette période de pandémie, quelle devrait être, selon vous, la Bible du journaliste d'investigation? C'est 5 ou 10 commandements, ou 5 ou 3 ou 4 commandements que tu pourrais donner? Je n'ai pas passé, mais bon, je vais peut-être répéter ce que j'avais dit. Il ne faut pas prendre pour l'argent comptant ce qui se dit. Tout ce qui se dit, qui sait, le diable se cache dans les détails. Il faut toujours douter, quoi. Ouais, c'est ça, le doute permanent. Ça me rappelle, j'ai fait une interview à une organisation qu'on appelle ICIJ, International Consortium of Investigative Journalism. J'ai vu l'interview. Voilà. Et j'ai dit dans l'interview, il faut douter. Et donc, c'est ce que je répète. Il faut douter. Il faut douter. Ça commence par là. C'est quand vous doutez que vous avez des informations. Et donc, il faut remettre en cause. Il ne faut pas prendre pour l'argent comptant tout ce qui se dit. Les chiffres qui sont avancés, que ce soit les chiffres en termes de Covid, que ce soit les chiffres en termes de l'argent, les montants avancés, que ce soit je sais pas, tout ce qui est dit, il faut regarder, faire et c'est à partir de là que vous commencez par poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est tel? Pourquoi c'est pas tel? Est-ce que c'est... Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Il y a cette question, je viens de la voir, j'ignore si elle a déjà été répondue. Est-ce qu'on peut conclure un article d'investigation avec des sources qui sont anonymes? Conclure. Oui, conclure un article d'investigation avec des sources anonymes. Vous savez, c'est très difficile de traiter avec des sources anonymes. Bon, maintenant, quelqu'un peut décider d'être anonyme, mais pour donner des informations qui attestent des choses. Vous voyez, bon, la personne est anonyme pour l'opinion, je veux dire, pour votre audience, mais la personne n'est pas anonyme pour vous. Et donc, déjà, vous pouvez savoir pourquoi la personne cherche à être anonyme. Peut-être que ça va le mettre, lui ou ses proches, en danger, ça va mettre son travail en danger, tout ça. Et donc, ça peut se comprendre. Maintenant, mais à vous, la personne n'est pas anonyme, ouais, un peu. D'ailleurs, il faut se méfier de quelqu'un qui vous écrit un message ou un mail qui ne veut pas donner son nom et qui vous dit telle chose se passe ici. Ça peut être vrai, la personne peut le faire de bonne foi, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Maintenant, cela dit, vous jugez voir si la personne est fiable. Maintenant, après, comme je dis, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que la personne dit et ce que la personne vous fournit comme information. Vous lui demandez tous les détails possibles et après, vous faites vos recoupements pour vérifier que les informations que la personne vous donne sont exactes et avant de publier. Parce que n'oubliez pas, quand l'information va être publiée, ce ne sera pas la personne anonyme qui sera tenue responsable des écrits ou de l'information que vous allez diffuser. C'est vous et votre rédaction qui allez assumer la responsabilité de ça. Et donc, pour être en même de pouvoir assurer
la responsabilité de vos propos, de vos écrits, il faut avoir des preuves, il faut être sûr de ce que vous racontez. Justement, il y a un participant qui voulait savoir alors que faire quand les personnes refusent de vous donner les infos dans ce cas-là. Des personnes publiques, je veux dire. Vous êtes voilà. Alors, justement, quand... Ouais. Justement, je crois que le participant veut peut-être savoir comment, si les sources vous refusent de vous parler, quand vous n'avez pas accès à la source, donc que faire dans ce cas-là? Oui, vous savez, les personnes qui ont des mandats publics ont dans beaucoup de pays, dans presque tous les pays, ont le devoir de transparence vis-à-vis de l'opinion et vis-à-vis des journalistes. Et maintenant, si vous avez des choses à reprocher à la personne ou à reprocher à son service, mais que la personne refuse de vous parler, bien sûr, vous n'avez pas les moyens de le forcer. Vous pouvez, si vous voulez, engager un bras de fer avec lui, entraînant la justice, tout ça. Mais vous n'avez pas toujours les moyens de le forcer à vous parler. Mais vous prenez note de ce que la personne vous dit. Maintenant, il faut être sûr de ce que vous allez raconter après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si moi je vous dis quelque chose sur une tierce personne et que la tierce personne refuse de parler, ça ne veut pas dire que tout ce que je vous dis est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je vous dis peut ne pas être vrai, même si la personne refuse de parler. Et donc, avant de l'écrire, si vous décidez de l'écrire, il faut être sûr, il faut avoir vérifié et être sûr que ce que vous avez sous la main, c'est vérifié, c'est vérifiable et que vous en avez des sources, vous en avez des preuves avant de faire vos publications. Parce qu'une fois que c'est parti, vous engagez la responsabilité. Il ne suffira pas de dire que la personne a refusé de parler pour justifier le fait que vous avez publié des informations sur des gens. Je vois aussi qu'il y a des gens qui ont levé la main au niveau de... Oui, nous recevons plein de questions qui prouvent l'intérêt des participants. Il y a une question: faire du journalisme d'investigation est-il avant tout une affaire de volonté personnelle du journaliste ou de la rédaction, sachant que cette pratique demande des moyens dont manquent souvent les organes de presse? La question ne m'est pas adressée à M. Marcy, mais je peux aussi dire que des journalistes qui veulent faire des investigations peuvent peut-être contacter le GIGN. Vous n'offrez pas des financements directs, mais je pense que votre organisation peut diriger des journalistes vers des organisations ou vers des centres qui peuvent leur donner des moyens pour pouvoir mener leur investigation. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est une grande question. Vous savez, c'est parfois difficile pour certains journalistes qui veulent bien faire de l'investigation de le faire dans leur organe. Parfois, ils sont en conflit avec leur organe. Pour plusieurs raisons. Peut-être parce que votre média est lié à celui sur qui ou l'institution sur laquelle vous voulez faire votre investigation. Mais si vous voulez faire une investigation, vous avez besoin d'une couverture. Parce que, comme j'ai dit, ça comporte des risques et tout ça, et il faut que vous soyez quand même couvert, quoi. Et puis, bien sûr, quand vous faites un travail d'investigation, c'est des données parfois sensibles que vous avez besoin que quelqu'un, notre collègue, un rédacteur en chef, lise, relise et vous signale des points dedans. Vous savez, parfois même, quand c'est encore plus sensible, on sollicite un avocat. Moi, j'ai plusieurs fois expérimenté ça, où après avoir fait le travail, vous soumettez votre travail à un avocat de votre organisation qui relit et qui valide et qui vous pose des questions. Vous dites, bon voilà, si ça sort, voici tel point sur lequel le juge peut vous inquiéter. Est-ce que vous avez des preuves là-dessus? Voyez un peu. Donc, pour toutes ces raisons que je viens de citer, c'est bien d'avoir l'aval de sa rédaction pour faire de l'investigation. Mais si votre rédaction ne vous soutient pas et que vous tenez à faire cette investigation,
vous avez les moyens de proposer votre sujet à des investigations, à des médias un peu partout dans le monde qui cherchent des investigations, qui cherchent des sujets à creuser, que ce soit dans votre pays ou ailleurs. J'ai un ami, par exemple, qui a fait un travail au Libéria, dont le sujet que tous les médias ont refusé de publier dans son pays parce que le travail a porté sur quelqu'un qui a la même mise sur beaucoup de médias dans le pays. Il a dû publier son article dans un organe au Ghana, par exemple. Ouais, donc, c'est des choses qui arrivent. Mais en dehors de ça, il y a des organisations qui existent un peu partout aujourd'hui dans le monde qui sont à la recherche de sujets d'investigation. Si c'est fouillé, que ça a un retentissement qui peut parler à leurs audiences. Il y a plein d'organisations qui existent dans le monde aujourd'hui qui peuvent accepter et même contribuer à financer. Je connais des organisations qui cherchent ce qu'on appelle des pitchs, des idées d'investigation qui n'en trouvent pas autant dans nos pays en Afrique qu'ailleurs. Donc, il y a toujours des moyens. Si vous êtes passionné par la chose et que vous n'avez pas de soutien, des proches, vous pouvez trouver du soutien ailleurs ou ailleurs dans votre pays, dans votre zone ou à l'international. Mais comme je dis, c'est des sujets assez délicats que c'est mieux de savoir où est-ce que vous allez publier ça, où est-ce que vous allez diffuser ça avant de prendre les risques. Merci beaucoup, Monsieur Maxime, pour ce moment de partage. Nous sommes à la fin de ce webinaire. Nous remercions tous les participants, tous ceux qui ont passé ces moments avec nous pour apprendre les techniques, les meilleures techniques d'investigation sur les corruptions liées à la COVID-19. Un sondage a été lancé. Mon collègue Emma Touarima a envoyé le lien dans la boîte de discussion. Ce sondage nous permet de savoir si, par exemple, ce webinaire a été utile aux participants et quelles sont leurs recommandations, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient que nous fassions pour les prochains webinaires. Donc, nous vous prions de remplir ce formulaire qui va vous prendre juste moins d'une minute. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le forum de reportage sur Facebook, vous pouvez le faire. C'est un forum que nous avons lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes. Et si vous êtes journaliste, rejoignez-nous. Et nous remercions également M. Maxime, qui est le responsable de l'Afrique francophone du GIGN, un tout nouveau bébé qu'il porte. Pour des questions d'investigation, je crois que Maxime est disponible. Vous pouvez le suivre sur Twitter, sur les réseaux sociaux, les présences sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également rejoindre GIGN sur Facebook, sur Twitter, pour continuer à être doté des bonnes pratiques, des meilleures connaissances pour continuer ce travail de journalisme d'investigation qui est très important en Afrique. Merci à tous et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, bonne chose à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bye. Bye. Bye.